feel like I feel connected to his world and sort of an appreciation that his world is different and also beautiful. Oula. Ouais. Je crois que je suis amoureux de Cléo Abraham. C'est colossal. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, le talk show tech picante en direct de San Francisco. Cette semaine au menu, Meta en mode gladiateur. Zuck a sorti la toge lors de sa conférence MetaConnect 2024 et il met une pression de dingue sur tous ses concurrents. On va aussi plonger dans le côté obscur de l'IA avec le phénomène AI Slop. Vous allez voir comment Meta paye pour polluer nos feeds de contenu hyper toxique. Et puis, bien entendu, on ne peut pas ne pas évoquer OpenAI qui lève 5 milliards à une valo de 150 milliards pendant que son équipage saute par-dessus bord. J'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, j'ai Flavie Prévost, la surfeuse d'argent de la West Coast française. Et il paraît que t'es passé au régime sans sucre, visiblement. J'ai regardé ton LinkedIn, Flavie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la déprime? Non, je suis à fond justement pour ma carrière de senior surfeuse. Tu vois, faut que je me remette un peu en forme et voilà. Et j'ai pensé à toi, Carlos, parce que j'étais en train de surfer ce week-end en Vendée. Et il y a une petite chanson de Philippe Catherine qui a écrit cette chanson qui dit « Si tu fermes les yeux, tu es en Californie. Si tu ouvres les yeux, tu es à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si tu fermes les yeux, tu es en Californie. Si tu ouvres les yeux, tu es à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si tu fermes les yeux, tu es en Californie. » C'est dur. Écoute, on est super content de te retrouver pour cette saison 6, Flavie. On t'adore dans Silicon Carnet. Et puis, tu as la chance d'être accompagné par Gary von Brandelier, le mannequin piece de la tech. Il est parmi nous. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a tout notre temps et que l'émission va pouvoir durer 2 heures. Pourquoi? Parce que Gary travaille chez Salesforce et que la Dreamforce conférence est finie. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à foutre jusqu'à l'année prochaine, n'est-ce pas, Gary? D'ailleurs, je te trouve très en forme, avec une sorte de teint un peu hâlé. Je me demande d'où tu viens, Gary. Alors, après Dreamforce, comme on l'a bossé comme des arraches, je me suis fait un petit voyage à Tahiti pour fêter les 40 ans de ma femme, 20 ans ensemble et 10 ans de mariage. Et là, je suis de retour. Et donc, c'est le roller coaster entre le temps à Tahiti où tu connais pas le temps, tu fais rien. Ouais. Et puis, tu reviens maintenant. Et là, j'ai 450 feux à éteindre. C'est absolument génial. J'ai déjà oublié mes vacances. C'est le pied. Non, blague. Il bosse, le père Gary, chez Salesforce. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu. Vous avez fait des annonces incroyables chez Salesforce. Et il était question de IA partout. Hein, partout, de l'IA partout. Vous en avez foutu partout. De l'IA. Et notre special guest cette semaine, c'est Florent Breton, entrepreneur dans la tech, basé à San Francisco et tout près de chez moi, hein, parce que on est pratiquement voisins. Hein. On se voit, t'es au bout de la rue là, quoi. Salut Florent. Salut à tous, super ravi d'être avec vous. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas louper la sortie de nos nouveaux épisodes. Ça se passe toutes les semaines. On est revenu le vendredi à 8h, heure de Paris. Donc, abonnez-vous. Et puis, on a aussi une newsletter. Elle est gratuite. C'est sur Substack. On est déjà plus de 1000. Il y en a 17% d'entre vous qui sont passés en mode payant. Flavie, 17%, c'est quand même énorme comme taux, non? C'est un taux trop stylé pour les solopreneurs créateurs de contenu. Carlos, je suis fier de toi. Eh ben, let's go. Je sais parce qu'on en avait parlé ensemble, tu m'as coaché là-dessus, quoi. Et tu m'as dit, donc 17%, Flavie. Voilà, parce que je suis à la hauteur des créateurs OnlyFans. Voilà. C'est 17% de conversion. Pourtant, j'ai pas encore montré mon corps, dans cette newsletter. Donc, je pense que c'est la prochaine étape. Donc, abonnez-vous si vous voulez me voir nu. Ça se passe sur Substack, substack.com. Et si vous en avez marre des réseaux sociaux et des trolls, vous pouvez aussi rejoindre l'Hacienda, c'est notre communauté WhatsApp. On discute tous les jours sur des sujets tech entre gens bien qui se veulent du bien et ça nous change de LinkedIn et de Twitter. Donc n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur l'Hacienda. Qui veut du travail, pas
moi je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. C'est l'heure de la rubrique Qui veut du travail. Avec notre partenaire Digital Selection, on a décidé de vous trouver un job. Et cette semaine, j'ai un poste de Community Manager, Content Creator. Et attention, vous allez adorer, c'est dans le domaine de la Gen AI. C'est la start-up française Silab.ai. Silab.ai, c'est une solution d'IA générative pour les services marketing et communication. Ils leur permettent de générer des assets créatifs qui respectent la charte graphique de leur entreprise et le tout en quelques clics. Alors ils cherchent quelqu'un de dynamique comme toi, capable de créer et gérer leur campagne de communication et d'assurer une veille graphique et créative. Alors si tu t'intéresses à la Gen AI et que tu adores passer des heures à créer des contenus, eh bien contacte Digital Selection. J'ai mis toutes les coordonnées dans la descriptive de cet épisode. Et puis si tu recrutes, n'hésite pas non plus à contacter François Le Joly, c'est le boss de Digital Selection. Vous lui dites que vous venez de la part du Gringo, il vous fera une remise. Et moi je serai super content de faire la promo de vos annonces de recrutement dans Silicon Carnet. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. Donc je vous le disais, notre special guest cette semaine, c'est Florent Breton. Bienvenue Florent dans Silicon Carnet. Je sais que tu écoutes Silicon Carnet régulièrement. Toutes les semaines, je suis grand fan. Toutes les semaines. Donc toutes les semaines. J'ai ma petite routine. Ouais. Et tu fais partie de ma petite routine. Je sais pas si ça te fait plaisir ou pas, ou si ça te fait peur, mais super plaisir. Ouais. Ça me fait super plaisir. Tiens, une question, tu nous écoutes ou tu nous regardes? Et c'est intéressant que tu poses la question parce que j'ai commencé en fait par vous écouter ou par écouter le podcast parce que c'était sur mon trajet de voiture. À un moment, j'ai toutes les semaines 1 heure et ça me permet vraiment d'écouter le podcast tranquillement dans la voiture. Et avec la partie YouTube, de temps en temps, en fait, je file sur YouTube pour voir les réactions parce que je sais que tu montres aussi pas mal de sites et d'autres types de documents. Donc ouais, je switch entre les deux. Okay. Ça te fait du double clic. D'accord, c'est super. Bon, Florent, tu as un parcours incroyable. On se connaît bien parce que j'étais aussi investisseur dans une de tes boîtes. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était une aventure incroyable. Raconte-nous d'où tu viens. Parce que toi, tu es arrivé très tôt dans la Silicon Valley. Tu es arrivé une première fois, et puis tu es reparti, et puis tu es revenu. Et donc là, cette fois, ça y est, c'est bon. Maintenant, tu es américain. Tu as plongé dans le mode entrepreneur définitivement. Ouais, je pense définitivement, complètement. Et effectivement, ça a commencé par ça. J'étais encore étudiant à l'époque et en 2005, avec un ami américain, j'ai décidé de créer une boîte dans les sonneries de téléphone. C'était un grand truc à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît un peu cheesy, mais à l'époque, tout le monde téléchargeait des sonneries. Et c'était fun. Donc, j'ai monté une boîte à Palo Alto en 2005. On a vendu 100 000 sonneries et finalement, on faisait $0 de revenus. Donc, je suis revenu en France. Je me suis dit, je vais apprendre un vrai métier. Je suis devenu consultant. Je sais pas si c'était... ouais. Je suis désolé. Et en fait, mais j'ai appris en fait la rigueur, la discipline d'analyse, de présentation et autres. Et ça, c'était quand même plutôt top. J'ai quand même assez souffert pendant cette période-là parce que c'était un peu à contre nature. Mm-hmm. Mais ça m'a beaucoup plu. Et donc, je suis parti faire des études entre Londres et New York. Et en fait, quand tu as un visa d'étudiant américain, on te donne l'opportunité de travailler pendant 1 an. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à convaincre ma femme de dire on vend notre appart à Paris, on quitte nos jobs à tous les deux, et on vient s'installer à San Francisco avec un visa hyper précaire, sans job. Et le début de l'aventure a commencé fin 2015 comme ça. Et c'était dur, tu me disais même que t'as fait du Uber, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué et en même temps qui était génial. C'est quand on est chauffeur. J'étais chauffeur, ouais. Quand je suis arrivé à San Francisco, je me suis dit, pas de souci, j'ai fait des études, j'avais une expérience professionnelle, je vais réussir à me revendre. Et en fait, le visa précaire était un gros frein à mon employabilité. Et j'avais envie de m'activer, de faire des choses. Et à l'époque, 2015-2016, c'était énormément sur la share economy. Donc, je postulais aussi pour rejoindre Uber. Et je me suis dit, mais attends, je vais devenir chauffeur Uber. Et donc, tous les matins, de 7h à 9h30, je prenais ma voiture et je faisais le Uber dans San Francisco. J'étais peut-être de ceux qui avaient, tu vois, de MBA en chauffeur Uber, etc. Mais en même temps, c'était, une forme d'accès à la vie à San Francisco par la face nord. Un exercice d'humilité qui était génialissime et que j'ai adoré. J'ai fait des rencontres super. J'ai fait 500 rides et j'étais 4,99 en rating. Ouh là là! Ouais, non, t'étais dans le top, quoi. Non, mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que quand tu rentres dans un Uber à San Francisco,
si tu parles avec le chauffeur, tu lui poses la question, il y a de grandes chances que le mec te dise, ou la fille, bon, je fais du Uber, mais en fait, j'ai une start-up, je suis en train de créer une start-up, c'est assez courant. Si tu vas à LA, ils te disent, non, mais je fais du Uber, mais en fait, je suis comédien. Et je fais des castings à côté, et donc je suis pas du tout étonné par ça, quoi. Tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai continué un peu par la suite, mais en fait ce qui était le plus intéressant pour moi c'était d'avoir cette expérience-là, et en parallèle j'avais fait une demande de carte verte pour pouvoir m'installer de façon un peu plus définitive. Et si ça intéresse des gens, il y a un processus qui s'appelle National Interest Waiver qui permet de l'avoir sans avoir le sponsoring d'une boîte, donc c'est vraiment une démarche individuelle. Et coup de bol, je sais pas, mais je l'ai eu en 3 mois et après ça a débloqué le truc et je me suis dit ok, on s'installe en Californie de façon un peu plus définitive. Et t'as monté une start-up dans le domaine du e-commerce. J'ai été un de tes investisseurs. Bon, ça a pas marché. Vous avez décidé d'arrêter. Et aujourd'hui, tu lances un nouveau projet. C'est un projet autour de l'énergie. Aujourd'hui, en fait, aux US, pour te parler un petit peu de ce que l'on fait, il y a 9000 stations de recharge publiques, donc des superchargeurs ou autres. Chacune de ces stations a plusieurs bornes avec différentes prises. Il y a 45 000 prises en tout aux États-Unis. Et en 2024, on va avoir 100 millions de personnes qui vont venir charger sur ces réseaux-là aux US. En 2030, il y aura 1 milliard de ces sessions-là aux US seulement. Et en fait, ces chiffres-là m'ont passionné et je me suis dit, quand tu as besoin de charger une voiture, tu as besoin d'avoir beaucoup d'informations, de données. Tu as besoin de savoir où est la borne de recharge parce que quand tu es en voyage, tu la connais pas forcément, elle est peut-être derrière un parking. Tu as besoin de savoir si elle est dispo maintenant ou dans 3 heures quand tu seras arrivé à destination. Tu as besoin de savoir si elle marche parce que des fois on me dit que ça marche et quand tu y arrives, ça marche pas. Tu as besoin de savoir combien ça te coûte. Le prix de la recharge peut varier d'heure en heure et c'est un truc qu'on n'a pas quand on a une voiture à essence, mais ça peut varier de façon significative. Et tu as besoin de savoir si c'est safe. Parce que le parking du supermarché à 2h de l'après-midi, il y a certainement du monde. À 10h, il y en a peut-être un peu moins. Et à 2h du matin, il y en a moins aussi. Et donc, en fait, toutes ces données-là, elles contribuent à l'expérience d'avoir un véhicule électrique. Et nous, en fait, ce qu'on fait dans la nouvelle société qui s'appelle Paren, P-A-R-E-N, Paren.app, petit moment .app, petit moment promo. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes ces données et on vient créer une surcouche, une API, pour alimenter les opérateurs de cartographie. Et si la personne a le choix en se disant, avec ma Tesla, je peux aller au superchargeur, ça va me coûter X, mais si je vais dans la station en face de la rue qui est pas un Tesla superchargeur, mais qui est compatible aussi, ça va me coûter moins cher, tu vas peut-être aussi aller dans cette autre station. Donc tout ça, c'est en lien avec les données et c'est ce qu'on fait. Il y a quelques semaines, on parlait du nouveau look de Mark Zuckerberg qui revient en force sur le devant de la scène tech, mais au-delà de son rebranding, il est surtout en train de faire de Meta une des boîtes les plus sexy dans le domaine du consumer space. Il est à fond, le père Zuck. Je l'ai jamais vu aussi inspiré. Il l'a encore d'ailleurs démontré la semaine dernière lors de sa conférence Meta Connect 2024. Il a présenté tout un tas de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux softwares. L'ambiance était juste incroyable. C'était clairement son moment Steve Jobs à Marc. Et on va revenir en détail sur toutes les annonces qui ont été faites lors de Meta Connect. Mais je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que je suis plutôt impressionné de mon côté sur le fait que Zuck, il est on fire en ce moment. Je sais pas. Il est en train de faire vraiment quelque chose de très intéressant avec Meta. Est-ce que je suis le seul à être impressionné ou est-ce que vous aussi ça vous impressionne? Moi, je suis assez impressionné. Ce qu'il y a, c'est que je vois aussi comment ça se passe et je rapporte ça un peu à mon boulot. C'est, tu le vois, lui on fire. Je peux dire que ses équipes pour le moment, ils doivent prendre cher, mais costaud parce que vu le nombre de trucs qu'il lance, etc. Et j'ai parlé un peu des gens chez Meta, ils me disent tous, la plupart des gens sont burn-out. C'est vraiment intense. Dur. Parce que fatalement, quand tu lances plein de trucs, il faut travailler comme 2 fois plus. Et je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, t'as vraiment ce côté où tout est accéléré. Et donc, quand tu vois derrière ce qu'il fait, je me dis, waouh, ces équipes, elles doivent être vraiment en train de délivrer du gros. Parce que ils ont beaucoup d'annonces, quoi. Tu disais on fire et tout. Lui, il a l'air bien. Moi, je l'ai vu dans des podcasts et tout. J'avoue, il a l'air métamorphosé. Il a pris un super coach en personal branding. C'est un truc de ouf, quoi. Quand tu le vois en mode dans son petit canapé cosy, j'adore. Ah, c'est un nouveau Marc. Le style médiatique. Après, l'ambiance de la keynote, j'ai trouvé un poil cringe. Tu vois, t'avais des petits
Tu sens que les équipes, effectivement, elles sont au bout du bout, qu'il fallait un petit peu pousser les applaudissements. Mais à part ça, voilà, version résumée avec que les highlights technologiques et tout, c'était assez intéressant. Et voilà, on regarde aussi sa mutation de geek à leader aussi, avec tout ce qui s'était pris dans la gueule et aussi comment il essaye de se transfigurer dans cette veine-là et sa vibe Rome antique et intéressante. Oui, exact, ouais. Parce que je voulais te dire que on a eu cette conversation là sur son t-shirt, etc. Ma mère est prof de lettres classiques, donc j'ai subi des cours de latin. J'étais un peu mauvaise, mais quand même j'ai dégoté un petit truc sympa. Quand t'étais dans la Rome antique, il y avait ce qu'on appelle le mos majorum, c'est-à-dire les mœurs des anciens, les 4 valeurs cardinales des managers. Enfin, des leaders, quoi, et des empereurs. Et les 4, c'est la majestas, le sentiment d'être élu. Il y avait la virtus. Donc, la virtus, c'est la vertu, mais aussi le courage et aussi la discipline, la combativité. Et il y avait la fides, la fidélité, le respect, la confiance aussi. Et ça, il l'a travaillé parce qu'après tous les scandales qu'il y avait eu, c'était un peu compliqué. Et là, on sent que il apporte de la transparence dans les lunettes, dans tout. Et la 4e vertu, c'est la pietas, c'est-à-dire la piété, la méthode, le respect des rites, des codes de conduite et de la bienséance. Et on sent que le zouk, il essaye un peu de se mettre un peu en train avec des grands penseurs, les grands leaders, les grands dirigeants. Et je trouve ce moment Steve Jobs, ça faisait un peu, voilà, ça y est, j'ai un peu je mets ma toge et j'ai l'étoffe enfin de ce leader que finalement mon groupe attendait pour un peu se réveiller de son petit rond. Ouais, il voue un culte à César, hein, c'est pas nouveau, ça fait longtemps, on le sait, et on le voit avec ces t-shirts là, ce t-shirt Out Zuck, Out Nihil, je sais pas si on prononce comme ça, j'ai pas fait latin, enfin si j'ai fait latin, mais c'était il y a longtemps et je m'en rappelle plus. Mais grosso modo, ça veut dire soit Zuck, soit rien, hein, si je traduis, quoi. En gros, c'est Zuck ou rien, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pas la première fois qu'il met des t-shirts comme ça avec des phrases en latin. Donc il y a un vrai message derrière ça. Ouais, je suis d'accord avec vous en fait sur le rebranding. Je pense que c'est assez flagrant et ça parle peut-être un petit peu plus. J'ai jamais été trop un fan de Facebook de façon générale. Toi, j'utilise pas Facebook, j'utilise pas Instagram, j'utilise que WhatsApp. Donc je suis pas forcément dans la cible, mais clairement, en fait, le changement de positionnement est évident et il essaie de se positionner, comme dit Flavie, avec tous les autres leaders. Et j'ai bien aimé en fait le message de transparence sur les lunettes. J'ai trouvé ça sympa aussi. Ouais, non, c'est très juste là, Flavie. T'as un vrai point là-dessus. Tu diras merci à ta maman, Flavie, donc prof de lettres classiques, hein, on a toujours besoin d'un prof de lettres classiques. T'étais prof toi aussi, non, Carlos, je crois? Ouais, j'étais prof. J'étais prof de lettres aussi, mais de lettres étrangères, on va dire. On pensait que Zuck, il avait abandonné cette histoire de metaverse, mais en fait, pas du tout. Et en fait, toutes ces annonces, ça a vraiment été sur un plan technologique qui nous ramène encore dans ce metaverse, sauf que maintenant, il y a rajouté une dose d'IA partout, quoi. C'est ça? Ouais, je crois qu'en fait, il a fait 2-3 trucs pas mal. Déjà, il a tourné sa boîte vers le metaverse à un certain moment et ça a moyennement fonctionné avec les investisseurs. Ça n'a pas marché, pas du tout. Hein. Mais dès qu'il a repassé la boîte sur l'IA, là, ça a explosé. Le stock Facebook au Meta a vraiment explosé. Mais je pense pas qu'il a oublié son rêve du metaverse. C'est bien le contraire. Et t'as 2-3 choses qui se passent. Un, tu regardes les lunettes, au final, c'est la porte d'entrée vers ton metaverse. Donc ça te permet de rentrer dans ton metaverse. By the way, les gens qui ne croient pas au metaverse, moi je dis toujours la même chose, on est tous dans le metaverse déjà maintenant. Moi je travaille 5 jours semaine dans Google Meet ou dans Zoom. Je déteste l'interface, c'est un écran et un micro, etc. C'est pas agréable, mais la plupart des gens qui travaillent de la maison, ils sont déjà dans un metaverse. Ils travaillent, il s'avère que c'est pas un metaverse très sexy. C'est un Zoomverse. C'est un Zoomverse. Ouais. Et au final, ça va arriver d'une certaine manière. Et puis tu rajoutes de l'IA là-dedans, où tu vas pouvoir commencer à parler avec des agents ou des participants dans le metaverse qui seront en fait pas des humains. Et ça peut devenir vraiment très intéressant. Je suis pas certain, moi, que je suis super fan de ces histoires de metaverse. Mais d'un autre côté, je pense que c'est inévitable. C'est vrai que les leaders de la tech s'expriment beaucoup, disent beaucoup de conneries aussi. On en a parlé d'ailleurs dans un dernier épisode de Silicon Carnet. Et Zuck, il a là l'opportunité peut-être de prendre une place là aussi. Je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait dans la tech en ce moment, c'est que ça transcende juste une collection d'objets technologiques, parce que finalement la tech elle est un peu partout.
c'est comment ils vont l'exploiter, comment ils vont l'interpréter. En fait, il y a une forme, on en parle beaucoup en ce moment avec l'IA, de quelle est la philosophie derrière, puisque finalement, l'humanité, elle se met plus dans l'interprétation, dans la philosophie de où on va avec. Et je trouve que ça, il l'a bien senti. Enfin, d'autres aussi l'ont senti, hein, parce que Musk, il a philosophé d'une certaine manière le fait de sortir de la planète, de l'homme, etc. Donc, c'est plusieurs tranchées philosophiques comme ça qui se côtoient, qui s'opposent. Et on le voit en politique, on le voit dans les grands leaders de la tech. Et là, c'est la folie, quoi. Ça fait très feuilleton. Je voyais sur les réseaux sociaux, avec des IA, il y a des remixes de The Office version US avec tous les leaders et tout dans des rôles un peu taquins et tout. Mais c'est trop ça. Donc je trouve ça très intéressant de le voir aussi. Pas que sur les versions O1, .1, .2, .3, machin qui se succèdent, mais plutôt vers où on va, qu'est-ce qu'on va faire. On va en reparler avec OpenAI aussi. Je pense que c'est ça aussi qui se trame derrière. Donc il y a vraiment la profondeur de champ de tout ce qui se passe en ce moment va être intéressante à voir. Un petit détail que j'ai trouvé très intéressant dans cette conférence MetaConnect 2024, c'est que à l'inverse d'ailleurs de conférences comme la tienne, hein, chez Salesforce, où on voit le patron commencer la conférence et puis très vite passer le relais à ses lieutenants, pareil chez Apple, pareil chez Google. Là, le Zuck, il a complètement monopolisé la scène. Il y avait que lui qui parlait, hein. C'était lui et personne d'autre. Il a tenu le truc jusqu'à la fin et il nous a présenté une rafale de produits. C'est pas le modèle traditionnel de ces conférences, Gary. Et je t'avouerais que c'est étonnant parce que quand même, là, moi je viens de faire une des main keynote de Dreamforce en travaillant sur Agentforce et ça fait quand même plaisir de dire, ok, j'ai travaillé sur le produit, on a vraiment travaillé comme des tarés sur les derniers mois. Ok, bah t'as un peu de visibilité, les gens savent que t'es derrière le produit. C'est quand même quelque chose que tu reçois qui peut te motiver. Pour les gens de Meta, je me dis quand même, c'est un peu dur. Ils travaillent tous sur des trucs incroyables, mais au final, ils sont pas sur scène. On sait pas qui c'est, quoi. On dirait que c'est que le Zuck qui est dessus, quoi. Ils partagent pas le pouvoir, mais ça revient aux 4 points ou 5 points cardinaux dont parlait tout à l'heure Flavie, hein, enfin la mère de Flavie. Qui, je vous rappelle, est une pensionnaire de Silicon Carnet maintenant. Mais en tout cas, il y a un message qui était clair, c'est qu'il a clairement montré son objectif. Il veut écraser la concurrence, ça c'est clair, parce qu'on va rentrer dans le détail des annonces qui ont été faites. Clairement, l'objectif, c'est d'écraser Apple, écraser Google, écraser OpenAI, écraser TikTok. Il veut même écraser Canva, j'ai l'impression, parce qu'il y a même des outils d'édition super intéressants. Aujourd'hui, moi, j'utilise Canva, mais quand tu regardes ce qui a été annoncé, bah, tu te dis que demain, tu pourras faire directement tout ça dans Instagram. Je vous propose de regarder un peu plus en détail les annonces qui ont été faites à MetaConnect 2024. Donc les annonces de MetaConnect 2024, un des premiers trucs qui a été présenté, c'est MetaQuest 3S. C'est le casque, hein, c'est le casque de réalité virtuelle de Meta. On connaissait le Quest 3 qui coûtait $649. D'ailleurs, à l'occasion de cette conférence, ils nous ont expliqué que le prix baissait. Maintenant, c'est $499. Et puis là, ils sortent ce MetaQuest 3S. Bon. Mais le prix est hallucinant, $299 pour la version à 128 Go et il y a une version à $399 pour 256 Go. Le prix, c'est vraiment la surprise là. C'est parce que technologiquement, moi, très honnêtement, j'ai regardé un peu les détails. C'est un Quest 2.5, hein, c'est pas vraiment un Quest 3. Mais quand on compare ça à la Vision Pro de Apple qui coûte $3500, on se dit que là, il a fait un casque pour tout le monde, quoi. Je pense qu'il a bien compris que, au final, si tu retournes sur le Metaverse, pour arriver dans le Metaverse, il te faut une porte d'entrée, et la porte d'entrée, elle doit être pas chère. Et je pense qu'il a bien compris le truc. Hier, je me suis dit aussi, je me suis amusé à retrouver les utilisateurs mensuels pour différents produits. Le Quest, pour le moment, t'as apparemment 8 millions de personnes dessus. Donc, mensuellement, tu as 8 millions de personnes qui utilisent un Quest. Ça peut être celui-ci, ça peut être un autre. Alors attendez, je traduis pour les Français parce que Gary Van Brandelier est belge. Ouais. On est des gens normaux. Donc 8 millions, ça veut dire 8 millions. Exact. Okay, donc, ça c'est là on reconnaît mon accent. Je vais juste traduire pour tout le monde. D'ailleurs, si tu peux parler la même langue que nous, Gary, je vais essayer, mais ça va pas être évident. Tout est neutral. Ouais. J'essaie de corriger mon accent en français, mon accent en anglais. Mais on vous adore, je sais plus quel accent, je te charrie, quoi, en fait. Tu sais qu'on a plein de Belges qui nous écoutent, hein. De plus en plus, hein. C'est grâce à toi, hein, il y en a 8.
Il y en a 8 millions. De 8 millions. Je sais même pas comment 8 millions de 8. 8 millions. Donc voilà. Ouais. Et donc t'as ça. Puis t'as Xbox, PlayStation, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Ouais. Zoom, ils sont montés à 300 millions durant le Covid. Et retourner maintenant. 300 millions? Ouais, apparemment. Ils sont retournés à 13 millions entre temps. Et puis t'as Google Meet, 300 millions d'utilisateurs. Et pourquoi je fais cette comparaison? Parce qu'au final, tout ça, c'est un peu des mondes où tu vas vivre. C'est un peu des metaverses. Et donc, pour le moment, le Quest, on est quand même très loin et tout le monde l'utilise pour entrer dans un metaverse. Par contre, il faut quand même savoir aussi que quand tu regardes Instagram, WhatsApp, Facebook, t'as, je crois, 3 milliards d'utilisateurs. Donc, ils ont un potentiel qui est gigantesque. Et s'ils arrivent à te donner le device qui va te permettre d'accéder encore plus à leur service, ils vont être tout à fait gagnants, quoi. Donc ça veut dire qu'ils perdent du pognon sur le device, on est d'accord. Probablement qu'ils perdent du pognon sur le device, et c'est pas ça le... C'est pas ça le sujet, ils cherchent pas le revenu, ils cherchent les utilisateurs, visiblement. Ouais. Autre annonce, c'est Meta AI qui passe en mode vocal. Alors là, le license to kill, autant pour... avant, c'était Apple. Là, il essaye de vraiment killer ChatGPT 4. Maintenant, les utilisateurs peuvent poser une question ou discuter à voix haute avec Meta AI, que ce soit, et c'est ça qui est super impressionnant, via Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram. Et donc, on est vraiment dans une conversation un peu le même modèle qu'on a avec ChatGPT 4, non? Ouais, j'étais pas un gros utilisateur, mais en fait, quand j'ai vu les démos et quand j'ai vu aussi les démos, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les traductions. En fait, les outils de traduction, ils existent déjà entre Google Translate et il y avait d'autres outils qui utilisaient déjà un système de micro simultané où tu pouvais parler dans une langue et ça te traduisait en simultané ta conversation. Et je me demande en fait dans quelle mesure on est en train de parler de repackaging d'une certaine techno et labellisée AI, ou dans quelle mesure est-ce qu'il y a une vraie nouveauté ici avec une traduction simultanée ou des outils en fait qui permettent d'avoir un assistant différent. Donc entre repackaging ou rebranding, je me pose un peu parfois la question. Ouais. Et moi, je suis dégoûtée parce que de tout ce que vous allez évoquer là dans les minutes qui suivent et depuis tout à l'heure, je pense trop au même que tu as envoyé dans ta newsletter, Carlos, où il y a le truc de Bob l'éponge, là où il y a le mec enfermé dans sa prison. Ah ouais. Il y a marqué « J'habite en Europe » et en bas, il y a tous ces petits potes qui je le montre jouent « J'habite aux US ». Sur et YouTube. Donc, tout le monde est en train de se faire plaisir avec toutes les trucs, la Meta AI, Apple AI et tout. Et nous, on peut rien accéder. Enfin, on n'a accès à rien. C'est hyper frustrant. Donc c'est voilà. Grâce à Thierry Breton. Voilà. Vous savez comment ça se passe. Thierry Breton ou pas, eh bien, ce ne sont que des novices. Voilà, je ne fais pas partie de cela. Bon, maintenant, il est parti. Alors, est-ce que tout d'un coup, les choses vont se libérer un petit peu plus? Mais t'as raison, effectivement. En Europe, on vous en parle, mais pas de bras, pas de chocolat, quoi. C'est-à-dire que vous avez cette régulation qui fait que effectivement ces produits, c'est assez marrant ce que tu dis, parce que moi, il y a quelques mois, j'avais dit, vous allez voir que les géants de la Silicon Valley vont faire l'impasse sur le marché européen, et tout le monde m'avait sauté dessus en disant mais n'importe quoi, le marché européen c'est un énorme marché sur un plan business, ils ne peuvent pas se permettre de faire le zapping et zapper ce marché-là. Mon cul, ils y sont, c'est-à-dire que là aujourd'hui les services sont pas disponibles en Europe et je pense que vous allez attendre un petit bout de temps avant de les avoir. Alors autre license to kill, cette fois c'est Google Gemini et OpenAI, clairement. Meta vient de dévoiler Llama 3.2, c'est une nouvelle version de son IA, impressionnant, ça peut interpréter non seulement du texte, mais des images, des tableaux, des graphiques. Alors moi, je me suis mis tout de suite à imaginer ça dans mes Ray-Ban connectés. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre là, je les ai pas mis pour l'émission, je les ai pas mises pour l'émission. Mais je me suis dit, ce truc-là qui interprète maintenant l'image. Imagine, j'ai mes Ray-Ban connectés dans ma cuisine, je suis en train de cuisiner, je peux tout d'un coup, il voit ce que je vois, je peux l'interroger, je peux lui demander des conseils pour quand je cuisine, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et c'est, encore une fois, c'est ça, c'est qu'ils introduisent le device, ils ont ce device, ils ont les Ray-Ban. Moi, quand j'ai ChatGPT, bien évidemment, je suis utilisateur payant. Mais j'ai besoin de mon téléphone, tu vois, j'ai besoin d'une autre interface, faut que j'ouvre une app, c'est pas seamless, quoi, en fait, cette histoire. T'as la capacité multimodale, donc effectivement, c'est prendre du texte, vidéo, etc. Deux, ils ont fait des petits modèles aussi qui peuvent fonctionner bien sûr sur des mobiles. Ça existait déjà avant, by the way. Il y a déjà des gens qui, je pense, utilisaient quelques modèles sur Hugging Face et qui mettaient ça sur un mobile et qui le tournaient sur leur mobile sans problème. Ils ont juste
réutiliser au final ce genre de technologie. Mais évidemment, ça ouvre pas mal de portes quand tu mets ça sur une Ray-Ban, sur quoi que ce soit d'autre. La grosse force en fait de ce modèle-là, c'est qu'il est open source. Ouais. Personne d'autre fait ça, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont fait un travail absolument incroyable d'ouvrir le code et de permettre à des gens vraiment d'utiliser leur technologie. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Et c'est les seuls qui véritablement offrent ce genre de capacité et cette capacité à collaborer avec tout un tas d'autres développeurs. T'as quand même aussi beaucoup de modèles sur Hugging Face qui marchent très bien, qui sont aussi open source et tout. Donc ça, je pense que l'open source, ça marche très bien et c'est beau qu'ils l'aient fait. Pour la petite histoire, si je me souviens bien, la première fois qu'ils l'ont fait, c'est parce qu'en fait le code avait fuité. Et du coup, ils s'étaient dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont dit, ben, on va le faire open source. Alors que je pense, à la base, ils voulaient pas le faire. Puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas mal, que ça avait été bien reçu par le public. Et du coup, c'est leur stratégie maintenant. Je suis pas sûr que c'était leur stratégie il y a un an. L'open source, ça fait partie des cas qui rendent la valo de OpenAI un petit peu plus compliqué. Et du coup, qu'un truc aussi énorme que Meta mette en open source pour ensuite construire des usages plutôt que se focaliser sur la valeur de son modèle, ça c'est aussi très intéressant sur la façon dont ils pensent générer de la thune avec. Et voilà, et je pense que c'était bien joué aussi de l'amplifier, ce phénomène à ce moment-là pour se différencier tout simplement de OpenAI. La grosse annonce, ce qui a fait le plus de bruit, c'est que Meta a levé le voile sur ce projet Orion, assez impressionnant. Une paire de lunettes connectées qui pourrait peut-être remplacer l'iPhone. Bon, alors là, on le voit, Mark Zuckerberg avec cette paire de lunettes Orion. Bon, ça lui fait quand même une sacrée tête de con. Mais autant, tu vois, tout le monde rigolait de Mark quand il parlait du métaverse. Et là, quand il a présenté Orion, là, plus personne rigole. Parce que c'est quand même super impressionnant en termes technologiques. Gary... le prototype qu'il a présenté, c'est une prouesse. Prouesse technologique, il faut savoir, donc en gros, ce que tu as dans la lunette, c'est tu as une façon de montrer à l'écran donc un display qui est très différent qu'avant, donc c'est holographique. Deux, t'as quand même ça, je trouve ça incroyable, c'est qu'ils ont un bracelet, je sais pas si vous avez vu ça, mais il a un bracelet sur lequel tu peux gérer, en fait, au lieu de faire des mouvements, pour que la lunette voit tes mains, etc. Ce qui est déjà une prouesse, de se dire, tiens, mes lunettes, je vais pouvoir montrer, etc., faire des mouvements devant mes lunettes, et il va comprendre le mouvement de ma main. Mais là, maintenant, tu ne vas même plus mettre tes mains, tu gardes le bracelet, et en fait, le bracelet va interpréter ton système nerveux en changeant. Honnêtement, techniquement, je sais pas comment ils ont fait le truc, mais ça te permet de voir ce que tu penses, essayer de faire en sorte que les lunettes comprennent pratiquement télépathiquement ce que tu es en train de vouloir faire. L'histoire de rigoler du fait qu'on va jamais porter ça, etc., ça va prendre du temps. Et il y en a plein qui sont plantés et il y en a encore plein qui vont se planter. Mais au bout d'un moment, on va quand même se retrouver avec ces lunettes sur la tête ou un autre device. Et Carlos, tes Ray-Ban, t'en parlais tout à l'heure, mais tu les utilises ou c'est quoi ton use case? Je les ai utilisés au début. Bon, c'est des Ray-Ban. D'abord, c'est des vraies lunettes de soleil, donc c'est pratique, parce que t'as toujours besoin de lunettes de soleil, donc je les utilise comme lunettes de soleil. Je trouve que l'intégration avec Meta AI était pas topissime, mais là, avec le Meta AI 3.2 et les démos qui ont été faites pendant Meta Connect, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la mise à jour parce que, ouais, ça peut être vachement intéressant. Bon, ce produit, vous n'allez pas aller l'acheter demain, parce que c'est vraiment un prototype, c'est-à-dire que c'est pas un produit qui va être lancé pour le grand public. Aujourd'hui, le produit là dont on parle et qu'on vous montre, il coûte $10,000 pièce. Donc, ils vont bien évidemment pas le commercialiser. Donc, il va falloir encore attendre des années. Mais ça montre vraiment que Meta est prêt à investir. Et ça fait 10 ans qu'ils bossent déjà sur ce truc-là. Et là, ils sont capables de montrer un truc qui est quand même très impressionnant. Mais on n'en est pas encore à commercialiser un produit là-dessus. Alors, je sais pas si vous avez vu cette interview qu'il a fait avec Cléo Abraham. Moi, je suis super fan. Je crois que je suis amoureux de Cléo Abraham. Vous la connaissez, cette youtubeuse? Je comprends, elle est canon. Elle est super canon, quoi. D'ailleurs, au moment de la vidéo, tu vois le regard de Mark Zuckerberg qui se pose. Je sais pas si tu l'avais aussi, Flavie. Ouais, je crois qu'il la connaissait pas. Et il a découvert la Cléo. Et là, je pense qu'il y a eu un moment de coup de foudre là avec la Cléo. Mais moi, ça fait déjà quelques années que j'ai eu ce moment de coup de foudre. Bon, bref, je fais gaffe parce que ma femme écoute le podcast. Mais c'est une conversation super intéressante.
Et il y avait une vraie conversation sur l'avenir des médias sociaux avec tout ce qui a été présenté là, et notamment Orion et tout ça. Et moi, j'ai trouvé très intéressant dans cette conversation le fait que on sentait un Mark qui avait compris que tous ces médias sociaux, et Facebook en tête, avaient peut-être créé beaucoup d'isolement social, et que il a pris conscience du problème, et j'ai l'impression qu'il essaye d'apporter une solution aussi avec ce métaverse et cette AI pour remettre les gens dans le réel, quoi, quelque part. Alors dans une réalité peut-être un peu virtuelle, mais il y a cette volonté, c'est-à-dire de reprendre, de lâcher nos téléphones, de repenser complètement l'interface avec ses lunettes, etc., de re-rencontrer des gens et de recréer du lien social. Alors je sais pas comment vous l'interprétez, mais c'était assez intéressant cette conversation qu'il avait, et cette forme de mea culpa un petit peu. D'ailleurs Cléo a été plutôt bonne, où elle a expliqué qu'elle a donné des chiffres, hein, et l'isolement des jeunes aujourd'hui, il est colossal, ils se voient de moins en moins, et ils ont de moins en moins de vrais amis dans la vraie vie, alors que tout le monde recherche ça. Et elle lui a posé la question, est-ce que ces outils vont nous permettre de recréer du lien social? Et je trouve qu'il avait, on sent qu'il a réfléchi à cette question-là. Tu vois, chaque chose que tu crées, tu penses la créer pour un truc, un bien fondé et tout ça, et au final, ça se retourne contre toi, parce qu'au départ, quand on y réfléchit, les algorithmes, ça, quand t'es nouveau, ça te poussait en visibilité pour que t'aies plus d'amis, etc. Et c'est que après que tu dégringolais dans le ranking et que tu te sentais seul. Donc tu vois, en fait, il y a vraiment ce côté pernicieux d'un truc qui, à la base, était pensé pour la sociabilité. Donc, je pense que derrière ces mécanismes de geek, il avait vraiment peut-être un peu l'espoir, mais qu'on avait tous eu, hein, parce que moi, je suis de l'époque des débuts de Facebook, etc., où on pensait vraiment qu'on allait devenir potes avec les gens qui étaient invités à la soirée. Ouais. Et c'est que des années après qu'on se rend compte que, en fait, non, il y a rien qui a changé, amis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'y crois pas non plus tellement que ça va vraiment aider au niveau social. Je pense que ça va aider, par exemple, un peu comme FaceTime aide. Moi, en étant aux US, on le ressent quand même beaucoup. La famille nous manque. Le fait que tu peux faire un FaceTime, voir les gens, ça aide quand même énormément. Donc ça peut vraiment aider. Je pense sur des relations existantes. Ça peut aider. Après, ça va réduire les distances, c'est ça ce que tu veux dire. Ça va réduire les distances. Mais par contre, se faire des nouveaux potes, etc., j'y crois moyennement. Mais est-ce qu'il est pas en train de nous dire que c'est pas grave si t'as pas de potes dans la vraie vie, parce que des potes on va t'en créer avec l'IA, quoi. Alors moi, ça c'est le truc, par contre, j'y crois beaucoup plus, c'est que je me dis quand même, oula, là tu vas aller dans un monde où tu parles des assistants. Les assistants c'est quand même très agréable, parce que souvent ils sont en fait plus empathétiques que les humains. Ouais. Et au final, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à trouver ça beaucoup plus marrant d'être entouré d'IA que d'humains. Ouais, non mais tu te rappelais, on se foutait de la gueule de l'ingénieur de Google qui était tombé amoureux de son IA. Ouais, c'est en train de se passer. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit que on est, en fait, il avait juste 3 ans d'avance, hein, le gars. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ce terme AI slop? Je vous ai écrit mes notes là-dessus, mais est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Parce que moi, j'en avais pas. Je découvre. Je découvre aussi. Non plus. Moi aussi. Je suis super content de vous faire découvrir ça, parce que, alors, je vous préviens, quand j'ai découvert ça, tout d'un coup, j'ai été pris de nausée, donc j'ai été vomir. Et puis du coup, ensuite, j'ai fini de découvrir le truc. Alors, AI slop, ça veut dire quoi? C'est un terme qui désigne une sorte de déluge de contenu généré par IA. Alors, de contenu complètement débile, très malsain, et qu'on voit apparaître de plus en plus sur des plateformes, et notamment Facebook. Et je suis certain, moi j'utilise plus Facebook non plus. J'ai l'impression que vous non plus, vous utilisez de moins en moins Facebook. Mais du coup, j'ai été faire un tour sur Facebook, j'y avais pas été depuis très longtemps, et effectivement, j'ai vu ces images. Des images générées par IA, dans mon flux. On voit des enfants affamés, en fait, des vieilles personnes maltraitées, en fait, des trucs un peu trash, qui ont pour seul objectif d'attirer l'attention. Et ces contenus-là, ils n'ont pas été créés par accident. C'est du contenu qui a été créé volontairement par des créateurs et qui ont fait de tout ça un business super, super lucratif. En fait, Meta a mis en place, il y a pas longtemps, Facebook a mis en place un système de rémunération qui est basé sur l'engagement. Donc, grosso modo, ils ont dit à des créateurs, faites du contenu et si vous obtenez des likes, des commentaires ou des partages, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Alors, au départ, c'était prévu pour attirer des créateurs talentueux et avoir du contenu de qualité. Sauf que ça s'est pas passé.
et que dans la pratique, ça en fait attirer une armée de créateurs, de fake, moi ce que j'appelle de fake créateurs, essentiellement de pays en voie de développement comme le Vietnam, ou même des pays un peu plus développés comme l'Inde, mais il y a les Philippines, on voit tout un tas de contenu qui vient des Philippines. Et en fait, ils se sont saisis de ce programme-là parce que ils ont commencé à se dire, on peut manipuler l'algorithme de Facebook assez facilement pour se faire de la thune. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont chopé ce programme, ils ont exploité les failles pour maximiser les likes et ils ont hacké l'algorithme et maintenant ils se mettent à faire du pognon. Alors ils gagnent jusqu'à $100 pour 1000 likes. Alors c'est peut-être un chiffre qui paraît dérisoire, mais dans ces pays, c'est comme si tu avais touché le jackpot, hein, c'est $100 quoi, $100 par jour. Je trouve ça dingo cette histoire et en fait ça me fait penser à l'histoire de la rémunération des créateurs. Tous les réseaux sont confrontés à ça. Est-ce qu'on les paye, est-ce qu'on les paye pas? Et je raconte une mini-histoire rapide parce que c'est l'histoire du petit vieux qui se faisait jeter des cailloux par des enfants du village. Donc, le petit vieux, il commence à dire « Maintenant, à chaque fois que vous allez me jeter un caillou, je vous donne 5 €. » Donc, les enfants jettent des cailloux, ils donnent 5 €, etc. Et les enfants se disent « Ouais, c'est génial et tout, on peut lui jeter des cailloux et être payé. » Après, il dit « Bon, maintenant, c'est plus 5 €, c'est 3 €. » etc., etc. Après, il dit, bon, maintenant, c'est plus 3 €, c'est 1 €. Puis 50 centimes, puis à la fin, il dit, bon, maintenant, j'arrête de vous payer. Et à la fin, les enfants arrêtent de jeter des cailloux. Parce qu'en fait, quand tu rémunères les gens et que tu décrois la gratification, eh bien, ils ont plus d'intérêt à faire ce qu'ils devaient faire au départ. Et je pense que Gary, chez Salesforce, ça te parle parce que c'est les sujets de rémunération des commerciaux. C'est toujours pareil. C'est qu'on fait que baisser la com et après les mecs, ils sont là, bon, bah, fais chier, je vais changer de taf. Ouais, je me barre. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce phénomène avec les créateurs où au départ, t'es payé en reach, t'es payé en euros, etc. et t'es à fond. Et voilà, et l'appât du gain aussi pour justement des pays où il y a pas, où la parité monétaire en fait par rapport aux réseaux sociaux, ça va leur faire un pouvoir d'achat énorme. C'est hyper dangereux et du coup ça va devenir un truc dégueulasse, ce que c'était déjà un petit peu. Et du coup après il y a plus de viewers et donc il y a plus de publicitaires. Oui, mais à l'inverse, là, dans ton histoire, c'est que là, Facebook, il a intérêt à ce qu'on lui jette des cailloux. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent véritablement, eux, c'est de l'engagement. Ce qui est assez taré, c'est que pourquoi est-ce qu'ils laissent faire, quoi, en fait? C'est ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Facebook, il le voit bien, il voit que ce contenu, c'est pas le contenu qu'il recherchait, c'est pas des créateurs géniaux, c'est des créateurs, je sais même pas si on peut appeler ça des créateurs qui créent du contenu de merde. Et pourtant, ils continuent de laisser faire. Je sais pas comment tu peux faire pour encourager de la création originale et bien, et en même temps rémunérée, parce que les créateurs, on se plaint quand même de faire des trucs gratos tout le temps. Moi, je prends mon exemple, je fais des podcasts à longueur de journée depuis 4 ans et je paye mon abonnement Spotify, ça me saoule. Enfin, je suis vraiment scandalisée, quoi. Tous les mois, chaque fois que j'ai le prélèvement, c'est pas cher, mais je me dis, mais merde, quoi, je me fais vraiment entuber. Ouais, surtout que si t'étais un artiste et que tu faisais de la musique, tu serais rémunéré. Moi, je comprends pas pourquoi les podcasteurs, eux, ne sont pas rémunérés comme les artistes, en fait. On n'est pas rémunérés, nous. On reçoit pas au nombre d'écoutes, de l'argent, c'est vrai. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, j'ai pas les chiffres, donc c'est vraiment juste pas factuel du tout ce que je vais dire là, mais je me demande dans quelle mesure, en fait, du contenu de merde, il y en a toujours eu. Et donc il y avait de la modération. Mais là, pour créer du contenu de merde, c'est très facile. Et donc comment gérer ce contenu de masse et modérer ça, ça va être très compliqué, je pense. Surtout que je rappelle que Meta, notamment, et tous les autres, ont licencié énormément de monde post-Covid. Et que parmi ces licenciements, il y a eu beaucoup de monde dans l'équipe de modération du contenu qui sont passés à la trappe. Et donc là, je pense qu'en fait, ils sont complètement submergés là. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient pas à ce que ce type de créateur s'empare de ce truc-là. Alors ça crée de l'engagement, ça crée des likes, c'est super. Et Facebook en a besoin, parce que Facebook a besoin de montrer qu'il crée de l'engagement pour vendre. Et puis il en a besoin aussi pour son business, parce que plus d'engagement, c'est plus de pub. Mais je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la modération du contenu, c'est devenu le parent pauvre de Meta, Florent. Moi, je trouve ça dingue, en fait. On a des réseaux sociaux sur lesquels avant, on se plaignait, on avait des bots. Maintenant, en plus des bots, en fait, on a des créateurs de contenu pourri. Et je vais envoyer un message à Pierre, aka le professeur, mais qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quoi? C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi le délire? Moi, de plus en plus, sur mes posts LinkedIn, j'ai 3-4
4, 5, 6 commentaires IA tous les jours maintenant en automatique. Ah, tu crois que c'est pas des ah mais c'est des sûr bots, que c'est pas bien des sûr. humains. Enfin, c'est des trucs, ça résume mon truc avec une petite touche de phrase humoristique à la con, ChatGPT naze, plus enfin tu sais, ça fait que de paraphraser, donc c'est vraiment pénible et déjà dans le quotidien. Voilà. Il y a une théorie qui fait un peu peur, qui dit que comme il va y avoir de plus en plus de contenu généré par de l'IA, fatalement, nous, en tant qu'humains, on ne sait pas ingérer tout. Et donc, on va avoir nos assistants IA qui vont regarder ce contenu et vont ressortir ce qui est intéressant pour toi. Et ça retombe sur Meta AI où tu vas dire, bon, ben, en fait, lui, il aime bien regarder des images de chiens. Eh ben, je vais lui sortir des images de chiens de toute la pourriture de contenu qu'on a avant. Et ça fait quand même peur de dire que tu vas à un monde où il y a de l'IA qui crée du contenu, de l'IA qui te filtre le contenu, et puis tu as les humains de chaque côté qui essayent de se parler plus ou moins. Donc, je me dis quand même, voilà, ça fait un peu peur, ça. Bon, on est obligé de reparler d'OpenAI. On en a parlé la semaine dernière, on a parlé d'OpenAI O1, mais cette semaine, on est obligé d'en reparler parce qu'on a l'impression qu'OpenAI est en train de se tirer une balle dans le pied. Bon, la boîte est en train de traverser visiblement une crise, hein, ça s'appelle comme ça, et une crise assez majeure. On leur a reproché énormément d'avoir fermé le code. Mais visiblement, s'il y a un truc qu'OpenAI n'a pas fermé, c'est la porte. Parce que tout le monde est en train de se barrer. Et c'est assez fou parce que visiblement, je lis plein de trucs sur le sujet. Visiblement, le problème, c'est Sam Altman. Visiblement, alors regardez, là j'ai mis cette photo, c'est les cofondateurs et quelques figures clés de OpenAI. Ben, ils sont tous partis. Ils ont tous quitté le navire. Depuis un an, on a vu. Alors la dernière en date, c'est Mira Murati, la Chief Technology Officer de OpenAI, qui a annoncé son départ la semaine dernière. Avant elle, on avait vu Ilya Sutskever, cofondateur, et vraiment, je pense que c'est le plus gros cerveau qui existe aujourd'hui sur l'IA. C'est quand même c'est le génie de l'IA qui a créé OpenAI avec Sam Altman et toute la bande au départ. Ben, lui aussi, il s'est barré en mai. John Shulman, un autre cofondateur, il est parti chez Anthropic, lui, le mois dernier. Et on a Greg Brockman, le président d'OpenAI. Bon, lui, il a décidé qu'il était en burn-out et qu'il s'est foutu en congé sabbatique. Bref, il reste plus que Sam Altman. Et donc, tu sais, ça m'a fait penser à la photo de Retour vers le futur, où tu vois, les parents disparaissent, quoi, en fait, sur la photo. Et on a un peu l'impression de ça. Je montre le tweet là de Matt Turk qui est absolument génial. Il dit vraiment, on est rentré dans une nouvelle économie. Airbnb a créé un business d'hôtellerie sans hôtel. Uber a créé un business de taxi sans voiture. OpenAI est en train de créer un business d'intelligence artificielle sans C-level. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul CEO et derrière, il y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Bah, écoute, moi, je rebondis. C'était quand, la semaine dernière ou celle d'avant, vous parliez du Founder Mode. Oui. Alors, là, on est en plein dedans, là. Alors, Founder Mode à donf, Manager Mode, visiblement, il a pas passé sa assertif, Sam. Enfin, je sais pas ce que c'est son mode, mais clairement, soit il essaye de créer justement une nouvelle mode managériale, hein, comme Elon a fait un peu avec son évier, ses trucs et tout, tu vois. Peut-être je sais pas à quoi ils pensent, les mecs, ils se disent, ils se starifient, ils essayent de se donner un style managérial, on en parlait en début d'émission, je sais pas, mais manifestement, évidemment, la partie scale, une fois que t'as levé des fonds, une fois que t'as développé des trucs, faut quand même mettre des lieutenants qui tiennent la route, on en parlait tout à l'heure, les impliquer, leur laisser aussi imprimer la patte aussi et leur philosophie sur le produit. Parce que des mecs comme ça, des esprits brillants, s'ils se voient opposer une fin de non-retour, ils vont être hyper courtisés, ils vont aller ailleurs, ils vont créer leur propre boîte. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas quel est le mode de Sam Altman. Moi, je connais quelques personnes qui bossent chez OpenAI et qui me disent que l'ambiance est pas top. Hein. C'est vraiment, depuis déjà pas mal de temps, Sam Altman, il crée les conditions du chaos. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir par le vote. Il met beaucoup de pression, bien évidemment, et ça se voit dans le produit, parce que le produit a beaucoup évolué depuis ces 2 dernières années, mais il crée une vraie compétition entre ces cerveaux à l'intérieur de OpenAI. J'ai sorti les popcorn parce que en fait pour moi c'est une thématique
de dignes de séries de télé. Et il y a quelques années, en fait, on a exactement les mêmes archétypes de managers. Il y a quelques années de ça, on avait un gars qui faisait des espaces de coworking. C'était Dieu sur terre. Il avait un business énorme avec une croissance incroyable. Il perdait de l'argent, mais tout le monde s'en fichait. Et on lui faisait des valos complètement démesurés. Tu parles d'Adam Newman avec WeWork. Adam Newman avec WeWork. Après, on a un autre gars qui était la star de la Silicon Valley. C'était Sam Bankman-Fried sur FTX, qui était aussi la superstar. Tout le monde le courtisait, tout le monde allait après. Le truc, c'était du vent. Et maintenant, on a tous les indicateurs il a pris 25 ans. Ah ouais. Et maintenant, on a tous les indicateurs qui clignotent au rouge sur cette histoire-là. La boîte, elle a une valo qui est démesurée, on va en parler tout à l'heure. Le produit, il est dingue, mais avec un usage qui reste encore à démontrer ici. Toute l'équipe se barre. Il a été viré par son board, on ne sait pas plus pourquoi. Tout clignote, mais tout le monde se dit... C'est normal, on continue notre petite histoire et on va voir où ça va. Ouais, c'est vrai, le parallèle, il est pas mal. Il faudrait juste vérifier s'il a fait la couverture de Forbes il y a pas longtemps. parce que ça, généralement, quand tu fais la couverture de Forbes, tu finis, soit ruiné, soit en tôle. Donc, voilà. On a vérifié si dans les 6 derniers mois, il a pas fait la couverture de Forbes. Gary, on se rappelle que c'est pas nouveau, hein, ce doute sur le personnage Sam Altman. J'aime bien ce qu'il dit, hein, Florent, là. C'est-à-dire que, on a l'impression que l'histoire se répète. On l'a déjà vu, cette histoire-là, et généralement, ça finit pas très très bien. Le conseil d'administration, il s'était déjà interrogé à l'époque, hein, il y a 1 an, sur ce que foutait Sam, quoi, en interne, parce qu'il y avait déjà des signaux. Et là, 1 an plus tard, on se dit que on avait beaucoup spéculé sur cette histoire du départ de Sam Altman. Mais est-ce que tout ça, c'était pas une question managériale, en fait? Il y a de ça, et il y a aussi... donc la première fois là, que le board était un petit peu fâché avec Sam, c'était des histoires de management, des histoires aussi de... OpenAI, c'est quand même très compliqué, leur structure. C'est une non-profit, mais bon, t'as je sais plus combien de boîtes autour, et puis tout est compliqué. Enfin, c'est pas du tout le... Okay, ah oui, c'est une usine, boîte, et puis voilà, t'as des gens qui la dirigent, et c'est réglé. Ouais. Et donc, tu te dis quand même, il y a quand même plusieurs trucs qui sont tellement flous, que je ne pense pas que tu peux attribuer ça que à des problèmes de management. Je pense qu'il y a aussi une histoire de gros sous derrière. Il y a aussi l'histoire quand même probablement de cette AGI, donc l'intelligence artificielle vraiment excessivement intelligente, générale. Est-ce qu'il y a un risque qui va arriver et que les gens voient ça et se disent moi je veux pas faire partie de cette équipe qui a lancé ça sur Terre? Peut-être, mais je crois que pour le moment le problème c'est plus management et dollars que AGI. Ça, c'est une interprétation. Et peut-être un peu d'ego aussi, quoi, là-dedans. Probablement d'ego aussi. Et puis surtout, il faut se rappeler qu'une fois que tu bosses là-dedans, je pense qu'ils ont tous des offres non-stop, des coups de téléphone pour leur dire tiens, voilà, je te file 2 millions et tu fais ta boîte. Ah, je te file 20 millions. Ah, je te file 200 millions. Je sais plus combien il a levé. Il y a? Ouais. Bah, il a levé. Ah, bah, il a levé 1 milliard. Voilà. 1 milliard, c'est une valeur à 5, ouais. Voilà, quoi. Donc, il est parti, bon, alors, encore une fois, très honnêtement, hein, ce mec vaut peut-être le milliard, hein, parce que c'est vraiment, il est considéré par tout le monde comme le cerveau de l'IA, dans le monde. C'est peut-être ce qui se fait de mieux. Mais t'as raison. Il est parti d'OpenAI et, il a décidé de monter, sa propre boîte et on lui a filé tout de suite 1 milliard. Donc c'est clair milliard, que on dit t'as plus de boss, tu fais ce que tu veux, tu le fais comme tu veux. Je trouve que l'offre elle va vachement alléchante, quoi. Il y a une question de timing et puis moi je pense que vous avez raison, hein, c'est une vraie question aussi de gros sous, quoi. On sait qu'OpenAI est en train de lever a priori 7 milliards de dollars à une valorisation de 150 milliards et que Sam il est en train de faire la danse du ventre aux investisseurs. Il a signé des deals stratégiques, que ce soit avec Microsoft ou Apple, et il a dû pousser ses équipes techniques pour montrer que la technologie était la meilleure au monde, et pour l'instant, ils font absolument la course en tête. Mais effectivement, je pense que dans cette nouvelle levée de fonds de 7 milliards à 150 milliards, il y a la nécessité de passer en for profit et de changer la structure de la boîte. On sait que c'est une des conditions pour que le deal se fasse. Alors visiblement, on a quelques informations. On pensait que ça devait être une condition sine qua non, et en fait, ils vont avoir 2 ans pour faire cette transformation, parce que visiblement, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a peut-être certainement un sujet de taxe là-dessus, parce que le fait qu'ils aient été en non-profit pendant des années les a exemptés de taxes, et que maintenant, ça serait trop facile de passer en for profit, et donc je pense qu'il y a
doit y avoir légalement, je sais pas qui sont les avocats chez OpenAI, mais ils doivent se gratter la tête et se faire des millions aussi. Mais les employés d'OpenAI, dans cette levée de fonds, il y a aussi une redistribution du stock, quoi. Une redistribution, finalement, il y a toute la cap table à refaire. Et donc, je pense que il y a certains qui sont peut-être pas contents aussi du package qu'on leur a proposé. D'ailleurs, en parlant de package, Sam Altman, il a prévu visiblement de s'octroyer 7% d'OpenAI. Donc 7%, le mec, il avait aucune action dans OpenAI. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ce qu'il disait à l'époque. Il était dans le podcast All In Podcast où on lui posait la question, on lui disait mais pourquoi t'as pas pris de l'equity dès le départ? Il disait mais d'ailleurs ouais, j'aurais mieux fait de dire que on n'était pas une non-profit et que l'objectif c'était de faire une boîte de 1 trillion de dollars et de prendre de l'equity là-dedans parce que en fait aujourd'hui il dit on est un peu dans une impasse, il faut tout remodifier. Donc je vous propose de l'écouter, ce qu'il disait ici là à All In Podcast, c'était il y a 4 mois. I wish I had taken equity so I never had to answer this question. If I could go back in time. Why don't they give you a grant now? Why doesn't the board just give you a big option grant like you deserve? Yeah, give you 5 points. What was the decision back then? Like, why was that so important? The decision back then, the original reason was just like the structure of our nonprofit. It was like there was something about, yeah, okay, this is like nice from a motivations perspective, but mostly it was that our board needed to be a majority of disinterested directors. And I was like, that's fine, I don't need equity right now. Alors donc il va se donner 7% d'OpenAI, visiblement c'est ce qui se raconte. 7% d'OpenAI a une valorisation de 150 milliards. Ça veut quand même dire que le père Sam Altman est en train de se faire un chèque de 10,5 milliards de dollars en actions. En actions, c'est pas liquide quoi. Mais ça passe mal cette histoire. Et je pense que quand le CEO se fait un chèque comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde en dessous qui se dit ouais et moi combien et je pense que c'est qu'une question de pognon cette histoire-là. Je vais pas réinsister, mais Adam Newman, WeWork, tu sais pas si tu te souviens, mais au moment de l'IPO, ce qui avait fait péter l'IPO, c'était notamment que Adam Newman s'était versé des propres des fonds en créant par exemple le We, le trademark, et en se faisant payer là-dessus. Il y avait beaucoup en fait son intérêt personnel qui avait été mis en avant dans la publication du filing pour l'IPO. Et c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer ici aussi. Et c'est hallucinant. Je vois en plus il a pas forcément des amis là-dessus parce que dans All In Podcast il disait c'est dégueulasse que Musk lui il soit fait retoquer sa rémunération, son bonus. All In Podcast c'est les potes de Musk donc voilà forcément. Bon, bref. Mais c'est vrai, t'as raison. Il disait ça, ouais. En fait, ça attise des jalousies partout, je pense en interne et en externe aussi. Et donc voilà, s'il veut continuer à avoir des partenaires stratégiques, à lever des fonds et tout, faut peut-être qu'il ouvre un peu ses chakras et son management à d'autres aussi qui s'associent réellement, quoi. J'ai aussi une théorie complètement complotiste. Je serais un surhomme, en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Je lance là un hot take, clairement. La Mira Murati, là, qui vient de partir. Mon billet qu'on la retrouve chez Apple. Tu sais qu'Apple s'est retiré... qu'elle arrive chez Apple. Apple s'est retiré du deal a priori de financement d'OpenAI. Exactement. Exactement, Florent. Je mets ça en parallèle de ça. C'est pourquoi je vous dis ça. C'est que dans cette levée de fonds de 7 milliards à 150 milliards de dollars, un des investisseurs, il y avait 2 investisseurs majeurs. Nvidia, sont toujours là, et Apple. Apple vient d'annoncer que finalement, il serait pas investisseur et qu'ils préféraient passer côté client. C'est-à-dire qu'ils vont être clients de OpenAI. On parle d'un deal de 25 milliards de dollars. Auquel cas, d'ailleurs, je vous le dis, si c'est le cas qu'il y a un deal sur la table de 25 milliards de dollars, aujourd'hui, OpenAI est en train de faire, Gary, entre 3 et 4 milliards de dollars, c'est ça? Aujourd'hui, ils sont sur ce train-là, mais je pense que c'est même plus d'ici la fin de l'année. Tu rajoutes 25 milliards de deals de Apple. Donc, quelque part, la valorisation à 150 milliards, elle me choque pas. Mais le fait qu'il se barre du deal en tant qu'investisseur et se positionne qu'en tant que client et que la Mira Murati s'en va à peu près au même moment, la suite au prochain épisode. Mais vous allez voir, ça se trouve, on va la retrouver chez Apple. Il y a pas de figure, on n'a pas de figure chez Apple. Et en plus, elle est parfaite. Elle est brillante. Elle est super intelligente, elle a une expérience incroyable, elle passe super bien, elle sait communiquer, c'est une femme, elle est complètement dans le modèle Apple. Moi je vous dis, elle est chez Apple dans 3 mois.
j'avais envie de vous entendre sur OpenAI. Aujourd'hui, c'est les leaders. C'est clairement eux qui font la course en tête. On l'a vu, ils sont plus tout seuls. Ils ont derrière eux des challengers et pas n'importe qui. Il y a Meta, ça c'est clair. Il y a Google. Il y a même Microsoft, un de leurs principaux investisseurs. Maintenant, il y a Salesforce aussi sur la partie business. On sent clairement que Salesforce, ils n'ont pas l'intention de se laisser doubler sur la partie B2B par OpenAI, qui est en train de signer des deals quand même avec des boîtes. Vous voyez ça comment, le futur d'OpenAI? Demain, vous êtes investisseur, vous mettez un chèque dans OpenAI, dans ce tour-là, à 150 milliards de dollars. Florent, tu mets un chèque? Non, moi je pense qu'on va revivre encore une fois l'histoire du founder qui va se faire dégager et il va y avoir un manager qui va arriver pour mettre de la rentabilité et une roadmap là-dedans. Donc on va passer du founder mode au manager mode. Ouais, je pense, ouais. Ok. Flavie, je te donne 1 milliard. Tiens, je te donne 1 milliard. Il y a ce deal. Tu peux investir à une valeur de 150. Est-ce que tu la mets? Franchement, j'ai envie de dire oui. Dans la folie de tout ce qui se passe, de la folie de thunes qui s'investit dans ce domaine, dans la folie des perspectives aussi de ce que ça va faire économiser pour les boîtes, des agents autonomes, de tout ce qui peut se passer. J'ai quand même envie d'en être. Je sais que c'est un peu risqué. Je suis pas très fière de mes valeurs sur ce coup-là, mais quand même j'y vais. Moi, je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, je pense que le vrai sujet, et Gary, je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça, c'est est-ce qu'OpenAI va être capable d'utiliser ce pognon pour véritablement créer une infrastructure? C'est ça ce qui leur manque aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont trop dépendants à la fois de Microsoft, d'Azure. Ils n'ont pas leur device. C'est pour ça qu'ils lèvent autant d'argent. C'est qu'ils ont besoin. Ils sont en tête. C'est ça qui est paradoxal, alors qu'ils sont moins équipés que leurs challengers, qui leur courent après et qui du coup vont beaucoup plus vite. Peuvent aller beaucoup plus vite qu'eux, mais c'est des gros paquebots. Et aujourd'hui, OpenAI reste quand même, on le voit bien avec toutes ces histoires en interne, une boîte qui, avec un fondeur, on pense qu'on veut, mais il y a un vrai visionnaire à la tête. Bon, alors, j'ai été très impressionné par Mark Zuckerberg, qui lui aussi est le fondeur de la boîte et qui est aussi très visionnaire. Mais c'est ce qui manque à Google, c'est ce qui manque à Microsoft, c'est ce qui manque à Apple. On n'a plus les fondateurs à la tête de ce truc-là. Et quand on regarde le marché, on l'a d'ailleurs chez Salesforce avec Marc Benioff qui est super investi sur ce truc-là. Moi, je pense que c'est des fondeurs qui vont gagner cette bataille-là parce que il y a un vrai sujet de vision. Mais il y a besoin de construire une véritable infrastructure qu'OpenAI n'a pas encore et il a besoin de beaucoup d'argent pour ça. Et je pense que s'ils y arrivent, on a peut-être là un nouveau leader. Gary, ton point de vue. Donc moi aussi, je mets le milliard sur OpenAI. Gary. Ben moi, si tu me donnes 1 milliard, c'est simple, je peux barrer à Tahiti. Donc, toi, c'est ce que je fais. Mais non, mais t'es un investisseur, t'es pas 1 milliard pour te barrer à Tahiti, c'est 1 milliard pour investir. Ah, non, oui, j'investis. Je demande pas de partir en vacances. Non, mais du coup, moi, je fais en fait, il y a 2 trucs. Un, par contre, sur les founders, je trouve ça super intéressant. C'est que comme aujourd'hui, tout est accéléré, les boîtes qui vont bien fonctionner, c'est les boîtes avec des founders qui gèrent la boîte parce qu'ils connaissent leur paquebot et ils arrivent à le bouger un peu plus rapidement que certains managers que tu remets à la place. Ça, c'est un truc. Pourquoi les founders sont tellement importants maintenant? C'est parce que tout se passe très vite et qu'il faut pouvoir bouger une énorme société très rapidement. Et je te vois dans plein d'endroits et notamment chez Salesforce. Bon, ben, écoutez, on a pris vos commitments, donc Florent ne met pas son milliard, Flavie et moi, on met le milliard, et Gary... il se barre à Tahiti. Il se barre à Tahiti. Exactement. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur YouTube. Merci encore de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter en podcast ou à regarder sur YouTube cette émission et ça nous fait super plaisir. Silicon Carnet fait partie du top 5 des podcasts business tech les plus écoutés en France. C'est absolument génial. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à notre newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre aussi l'Hacienda. C'est notre communauté online avec qui je parle tous les jours. Et c'est pas de la rigolade. Flavie, tu y es, quoi. En fait, je suis online tous les jours et je discute avec les membres tous les jours et je vous adore. D'ailleurs, on se voit le 8 octobre à Paris pour le dîner très privé et très picante de l'Hacienda. Et si vous aussi vous voulez participer à nos événements et nous rejoindre dans l'Hacienda, ça se passe ici. Je mets le lien sur Subme. La semaine prochaine,
Notre invité, ça sera Florent Crivello, encore un Frenchie dans la Silicon Valley. J'ai décidé de vraiment vous faire découvrir tous ces Frenchies parce que vous les voyez jamais dans les podcasts en France. Et Florent, on te remercie d'être venu. C'est génial de t'avoir. Et je pense que on devrait donner plus la parole à ces Frenchies parce qu'ils sont avant tout Frenchies, même s'ils sont dans la Silicon Valley. Et ils ont des parcours et des expériences super intéressantes et une vraie expertise dans le domaine de la tech. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Hasta luego, amigos!